Bonsoir à tous, mercredi 2 mai, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, le tour de l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de cette édition. Favoriser les rencontres de terrain, c'est la raison de la venue à Trappes de Marlène Schiappa. Pendant 3 jours, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes s'installe dans la ville yvelinoise. Nous avons suivi ce matin son arrivée dans ses nouveaux bureaux. Le projet fait polémique à Jouan-en-Josas. Un centre de formation pour les réfugiés va bientôt ouvrir ses portes. 300 personnes y suivront des cours de français notamment. Un dossier critiqué par le Front National qui réclame la tenue d'un référendum local sur le sujet. Les précisions à suivre. Et puis vous avez sans doute vu ces images dans cette décharge à Carrières sous Poissy. Des hectares de détritus jonchent le sol depuis plusieurs années. Une association locale vient de porter plainte auprès du procureur de la République de Versailles. Nous recevons son président, Anthony Effroy. Dans ce journal également, tout à l'heure, Alexandra Mingo, co-porte-parole de la France Insoumise à Versailles et Saint-Quentin en Yvelines. Elle nous parlera de la fête à Macron, un mouvement de protestation à l'occasion des 1 an de la présidence d'Emmanuel Macron. Autre mobilisation, celle des cheminots de la SNCF. Ils continuent leur mouvement pointillé contre la réforme du rail portée par le gouvernement. La grève reprend demain, jeudi, pour 2 jours. Les voyageurs à Saint-Quentin en Yvelines devront faire face une nouvelle fois à des perturbations. Pour la ligne C du RER, c'est un train sur 3 prévu demain. Du côté de la ligne N du Transilien, un train sur 3. Enfin, pour la ligne U, trafic assuré à moitié, un train sur 2. Les horaires de vos trains sont à consulter sur le site transilien.com. Je vous le disais dans les titres, Marlène Schiappa est à Trappes pendant 3 jours. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes y a délocalisé son cabinet. Visites et rencontres avec des associations et habitants vont rythmer son programme. Ce matin, Marlène Schiappa s'est rendue au centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Michael Elmidoro a suivi ce déplacement. Un nouveau bureau pour Marlène Schiappa. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes délocalise son cabinet à l'hôtel de ville de Trappes pendant 3 jours. Ça ne me change pas particulièrement parce que je ne suis pas née dans mon bureau au ministère, donc j'ai connu d'autres lieux de travail, j'en connaîtrai d'autres sans doute après. Et puis un bureau de ministère, on n'y est pas toute la journée, on est beaucoup en déplacement au contact des gens. Premier contact pour Marlène Schiappa, une rencontre avec les élus politiques locaux. Objectif, trouver des solutions sur l'égalité. Je ne suis pas là pour faire un tour de promotion de l'action du gouvernement. Je suis là pour surtout vraiment écouter, entendre ce que les gens de Trappes ont à nous dire, ce qui peut être amélioré et ce qu'on peut faire concrètement pour changer leur vie quotidienne. Moi, c'est ça mon moteur en matière d'égalité femmes-hommes. Mais de façon générale, je crois que la politique, elle n'est efficace que si elle a un impact dans la vie quotidienne des gens. Le reste, c'est du baratin. La secrétaire d'État s'est ensuite rendue sur le terrain. Elle a visité l'antenne du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc on reçoit toutes les victimes d'infractions pénales, que ce soit une victime de vol, d'escroquerie, de viol, d'agression sexuelle. Marlène Schiappa s'est entretenue avec les employés pendant plus d'1 heure. Pour moi, la politique, c'est de l'humain avant tout. Donc c'est comment des gens accueillent d'autres gens et parlent avec eux. Je pense que c'est donnant-donnant. C'est bon pour le territoire de Trappes, c'est bon pour le gouvernement. Je pense que tout le monde a intérêt à jouer le jeu et à essayer de présenter au mieux ce qu'il s'y passe, en toute honnêteté, avec ce qui fonctionne moins. Jusqu'à ce vendredi, Marlène Schiappa va multiplier les rencontres de terrain. Elle visitera notamment ce jeudi 3 mai la pépinière de l'entreprise Chrysalide. Une marche dans le quartier des Merisiers est également programmée ce vendredi 4 mai au matin. J'accueille sur ce plateau Alexandra Mingo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des porte-paroles de la France Insoumise à Versailles et Saint-Quentin en Yvelines. Une question déjà pour commencer sur cette démarche que l'on vient de voir, en essayant bien sûr de mettre les clivages politiques de côté, venir au contact des habitants pour un élu national pendant 3 jours, pour un membre du gouvernement. Est-ce que c'est une bonne chose, une bonne démarche ? Alors oui, on ne va pas dire que c'est une mauvaise chose. Après, venir à Trappes, je pense que c'est un bon coup de com' médiatique qui est fait par la secrétaire d'État chargée à l'égalité femmes-hommes. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui va derrière, quelles décisions vont être prises, quels moyens sont mis en œuvre et le sens du coup de ce déplacement. En précisant juste que des actions similaires se déroulent en ce moment même en France, notamment le Premier ministre Édouard Philippe qui est en déplacement dans le Cher pendant 3 jours. Il y installe son ministère également pendant 3 jours. Alors on parle avec vous, Alexandra Mingo, d'un événement samedi prochain, c'est la fête à Macron. Alors derrière ce nom d'événement qui peut peut-être faire sourire, il y a une contestation contre l'action du président de la République lancée par un député de la France Insoumise, justement c'est François Ruffin. On est à quasiment 1 an tout juste de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Pourquoi faire cette mobilisation ?
Alors, déjà, je vais juste finir avec Marlène Schiappa. Oui. Quand on sait que le budget de l'État qui est donné pour l'égalité femmes-hommes, c'est 0,001%. Donc nous, notre mot d'ordre sur cette venue, c'est moins de blabla, plus de moyens. Donc là, on va enchaîner sur la fête à Macron. Donc c'est une journée de contestation festive, solidaire. Le but, c'est un combat social, associatif, syndical, politique. Voilà, c'est l'objectif. Chacun vient avec ses revendications. Mais le but principal, c'est le refus du monde selon Macron, le refus que le président des riches détruise notre bien commun, notre système français qui est solidaire, qui est protecteur, qui est humaniste. Donc voilà pourquoi cette journée, elle s'organise. Qu'est-ce que vous retenez des 1 an d'Emmanuel Macron à la présidence? Vous parliez de président des riches, il est souvent taxé de ce nom, président des riches, Emmanuel Macron. Il a annoncé par exemple dans le magazine Forbes vouloir supprimer l'exit tax qui taxe justement les entrepreneurs français qui délocalisent leur foyer fiscal à l'étranger. C'est que le président des riches, Emmanuel Macron? Alors c'est le président, pas que, mais effectivement, la première chose qu'il a faite au début de son mandat, ça a été la loi travail XXL, donc la casse du code du travail. Après, il a demandé la solidarité en augmentant la CSG des petites retraites, en baissant 5 € d'APL. Et à côté de ça, on nous vend on supprime l'ISF. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un non-sens social, c'est une politique de non-sens social qu'on dénonce. Donc là, il va y avoir une suppression de 120 000 fonctionnaires. Et, les contrats aidés vont être supprimés. La loi Asile-Immigration a fait quand même beaucoup de bruit, où c'est une des lois les plus dures de la Ve République. Donc c'est le président des riches, oui, c'est le président du chômage, c'est le président de la droite la plus dure, effectivement. Là, nous dénonçons. Il n'y a pas forcément un côté politique, ça veut dire, au mouvement de samedi. C'est, on va dire, l'assemblement de toutes les luttes qui vont se faire. C'est pas seulement politique? Ah, totalement, c'est associatif. Et même chaque individu qui a quelque chose à dénoncer, à reprocher à ce gouvernement, nous, on continue d'inviter tout le monde. Si vous êtes disponible, le rendez-vous est pris. Venez à Paris samedi prochain. On vous accueillera les bras ouverts. Et le but, il est là que tout le monde puisse effectivement se déplacer, porter sa colère, porter ses revendications. Si on regarde le bilan d'Emmanuel Macron, alors on peut voir qu'il a tenu certaines de ses promesses, au moins une partie. Notamment, je voulais parler avec vous de l'ouverture de la politique à la société civile. On peut citer des cas au gouvernement. Jean-Michel Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation nationale, Agnès Buzyn, ministre de la Santé. On a vu le cas de Marlène Schiappa juste avant. Est-ce qu'on peut dire qu'il a réformé aussi les pratiques politiques, Emmanuel Macron ? Alors, effectivement, il a réformé dans un sens. Après, j'ai le titre Emmanuel Macron du reportage Le casse du siècle. Donc, il a fait ces avancées-là, mais il n'y a pas que lui. Nous, la France Insoumise, c'est pareil. Il y a une ouverture de la politique qui est faite pour tout le monde. Moi, je ne suis pas encartée, je ne suis pas syndiquée. Donc, chacun, tous ceux qui ont une conscience politique et qui souhaitent aller dans un mouvement, c'est ouvert et c'est... Voilà. Alors si on revient sur la mobilisation de samedi, justement, elle a lieu dans un contexte social particulier. On parlait tout à l'heure de la grève à la SNCF. On sera aussi à quelques jours de la mobilisation, après cette mobilisation du 1er mai, et des mobilisations qui ont dégénéré avec des dégradations et affrontements d'environ 1200 Black Blocs. Est-ce que ça dessert la lutte ? Alors... Effectivement, nous condamnons toute forme de violence, dans le sens où le but de la France Insoumise et de l'Avenir en commun, c'est une révolution citoyenne pacifiste. En revanche, ce gouvernement attise et amplifie ses colères. Quand on voit que le gouvernement envoie 2500 gendarmes face à 250 zadistes, qu'on envoie les CRS dans les facultés face à des étudiants, alors que même le président Sarkozy n'avait pas osé le faire, nous condamnons. Mais on comprend effectivement la dérive autoritaire du gouvernement Macron amplifie et entraîne cette radicalisation, effectivement. Dernière chose, très rapidement, François Ruffin souhaite qu'il y ait un front commun des contestations, donc samedi pour cette fête à Macron. Je le cite, il a dit il faut qu'on arrête de s'engueuler. On voit bien que la faiblesse des mobilisations jusqu'à présent, c'est peut-être la non-capacité à faire front commun. Est-ce que ça doit être une force ? Il faut espérer un rassemblement large samedi ?
Alors ce rassemblement, il commence à s'opérer, il vient petit à petit. J'ai en tête la date de Marseille, le 17 avril, où il y a eu une journée de contestation, de mouvement intra-syndical, politique, avec la CGT et divers autres syndicats, ainsi que nous, main dans la main. Donc cette convergence des luttes, elle se crée petit à petit. Donc là, le 5 mai, c'est pas une finalité, hein. Il va y avoir d'autres renvois à d'autres dates. Donc là, d'ici à fin mai, Jean-Luc Mélenchon, notre porte-parole, l'a rappelé ce matin lors de son interview, appelle à un samedi d'ici à fin mai pour à nouveau faire une journée de contestation, puisque le samedi, ça reste ouvert au grand nombre. Beaucoup de personnes sont en grève à l'heure actuelle, perdent des journées de salaire. Donc le samedi, ça permet d'être rassembleur sur ce point-là. Merci Alexandra Mingot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes co-porte-parole de la France Insoumise à Versailles et à Saint-Quentin en Yvelines. Nous vous l'annoncions dans le 7-8 journal, Maurepas et Coignères souhaitent se rassembler dans une commune nouvelle d'ici le 1er janvier prochain. Une volonté de fusion qui ne passe pas pour tout le monde. À l'initiative de 10 élus d'opposition à Coignères, une pétition a été lancée. Elle réclame la tenue d'un référendum auprès des 4500 habitants pour valider ce rapprochement. Le document aurait recueilli près de 1500 signatures. Une mobilisation est d'ailleurs prévue à partir de 19h30 ce mercredi soir devant la mairie de Coignères, malgré l'annulation du conseil municipal en raison des soucis de santé de l'édile Jean-Pierre Sevestre. Un autre projet qui fait débat, lui, à Jouan-Josas. L'ancien site de Thalès sera bientôt transformé en centre de formation pour les réfugiés. 300 personnes tous les 6 mois devraient recevoir sur place notamment des cours pour apprendre le français. Ce dossier est piloté par l'association Emmaüs Solidarité et critiqué par le Front National. Les explications de Nicolas Kirillovitz. Grillage fermé et l'eau Covid depuis près de 9 mois, l'ancienne université Thalès devrait rouvrir ses portes d'ici quelques semaines pour se transformer en centre de formation pour réfugiés. Avec le soutien de la préfecture d'Île-de-France et Emmaüs Solidarité, 300 personnes suivront des cours sur place durant 6 mois. Objectif, leur enseigner le français et faciliter leur intégration professionnelle. Un projet étalé en tout sur 9 ans, auquel s'est ralliée la mairie après avoir préempté le terrain il y a plus d'1 an. On y adhère, je dirais, par nécessité, par obligation, mais on y adhère aussi parce que c'est un projet qui nous semble avoir du sens. Il nous semble avoir du sens que de préformer des personnes réfugiées en France qui bénéficient du droit d'asile, de façon à leur permettre de s'intégrer dans les meilleures conditions dans la société française. Dévoilé dans le détail aux habitants début avril lors d'une réunion publique, le projet suscite depuis des réactions. Entre inquiétude et étonnement pour certains, il est aussi critiqué par le Front National qui réclame la tenue d'un référendum local sur le sujet. Vu la proportion de ce centre qui est assez inédite, ça va évidemment modifier le visage de la ville. Je pense que les premiers concernés sont les personnes de la ville, mais aussi les élus et les personnes qui habitent Versailles Grand Parc, parce que les infrastructures vont être aussi sollicitées sur l'ensemble de Versailles Grand Parc. Face aux demandes d'un scrutin local, la mairie assure que le conseil municipal est légitime en la matière et qu'un ancien référendum n'avait réuni que 200 votants sur 5000 électeurs potentiels. Le maire est également en discussion avec les différentes parties pour faciliter le suivi et l'évaluation du projet. Les premiers réfugiés devraient loger et suivre des cours dans la verdure jovassienne d'ici mi-juin. Une visite des lieux est prévue au préalable pour les habitants intéressés. Un mot d'économie, 174 postes de travail répartis sur 1000 mètres carrés. L'enseigne de coworking Stop & Work a inauguré tout récemment son 7e centre à Montigny-le-Bretonneux. Situé près de la gare de Saint-Quentin en Yvelines, l'ambiance se veut cosy. Le thème du cyclisme a notamment été mis en avant. Le principe de ce nouvel espace proposait des solutions de travail flexibles aux chefs d'entreprise, mais aussi aux télétravailleurs. Écoutez ces explications au micro d'Aurélie Ronze et Marion Ptac. À ce jour, on a majoritairement des petites entreprises qui souhaitaient s'installer dans un environnement professionnel où on leur offre tous les services nécessaires, la réponse téléphonique, la gestion du courrier, des salles de réunion, un accueil personnalisé. Donc on est plutôt sur des petites structures, mais pas forcément des jeunes structures. Il y a 2 ou 3 entreprises dont je ne peux pas vous donner le nom, mais qui ont quand même plus de 5 ans d'existence, qui font un chiffre d'affaires tout à fait honorable. Ils n'ont juste pas envie de s'isoler dans un bâtiment où ils sont anonymes.
Des déchets à perte de vue depuis plusieurs années. La plaine agricole de Carrières-sous-Poissy est victime de déchargements sauvages. Aujourd'hui, la situation est très alarmante. Les détritus jonchent le sol sur 25 hectares. Des risques sanitaires et également des risques écologiques. Les habitants et associations se sont emparés du sujet. Avec nous, l'un des représentants de ces associations, c'est Anthony Effroy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Rives de Seine Nature Environnement. L'association vient de déposer une plainte sur le sujet auprès du procureur de la République de Versailles. On va en parler juste après. Déjà, pour bien comprendre ce sujet, comment en est-on arrivé à cette situation ? Manifestement, il y a eu un certain nombre de carences à un certain niveau, autant administratif que judiciaire, et il y a eu un laisser-aller qui a conduit à cette situation qui est aujourd'hui catastrophique. C'est une situation qui remonte sur plusieurs années pour en arriver aujourd'hui. On est à peu près sur vraiment 3 ans, mais avec un accroissement considérable l'été dernier où le volume a plus que doublé. Quel type de déchets on trouve sur place ? C'est principalement des déchets du bâtiment, du BTP, donc manifestement des entreprises spécialisées dans ces déchets en tout cas. Quels sont les risques aujourd'hui, on disait tout à l'heure, sanitaires, écologiques, il y a plusieurs risques. Oui, il y a beaucoup de matériaux qui présentent une dangerosité importante. On a des plaques d'amiante qui sont concassées, donc qui peuvent justement entraîner des dispersions de ces paillettes d'amiante et donc avoir un effet sur les populations. On a un certain nombre de solvants aussi qui sont déversés comme ça de manière totalement sauvage en pleine nature. Donc tout ça, on estime qu'il y a aujourd'hui des incidences sur évidemment l'environnement et puis aussi probablement sur la santé des riverains. Donc on souhaite que les services de l'État s'emparent eux aussi de ce dossier. Et des habitants et des associations telles que la vôtre se sont emparés du sujet. Votre association, ça fait combien de temps qu'elle est sur le dossier ? Alors ça fait plus d'1 an déjà qu'on a alerté les différents pouvoirs publics. On a alerté le préfet des Yvelines, on a alerté les maires des communes concernées, les députés des 2 circonscriptions également concernées. On a aussi proposé un certain nombre de solutions qui auraient permis dans un premier temps de sécuriser la plaine et donc d'empêcher les nouveaux apports. Malheureusement, nos demandes de table ronde n'ont jamais reçu une suite favorable et on n'a pas eu vraiment beaucoup d'écoute de la part ni de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, ni de l'ensemble des élus du secteur. On verra après justement quelles solutions peuvent être apportées sur le sujet. Alors votre association a mené 2 opérations dites investigation pour trouver les responsables de cette situation. La dernière avait lieu le week-end dernier. Qu'est-ce que vous avez découvert sur place ? Oui, on est un petit peu obligé finalement de faire ce travail d'investigation puisqu'à notre sens ça n'avance pas suffisamment vite. Donc avec des bénévoles, on s'est dispersé sur cette immense décharge et on a recherché des informations nous permettant de retracer les producteurs de déchets. Parce qu'au sens de la loi, les premiers responsables sont quand même les producteurs de déchets. Donc ça nous a permis quand même sur les 2 opérations d'en identifier plus d'une trentaine, ce qui montre que s'il y a véritablement une volonté d'investiguer justement sur ce dossier et de trouver les responsables de ce trafic, c'est possible. Maintenant, on souhaite que les services judiciaires fassent la même démarche. Nous, en tout cas, toutes les informations qu'on est en capacité à récolter, on les transmet immédiatement au service judiciaire qui est aujourd'hui en charge de l'enquête suite à la plainte qui a été déposée le 17 avril. Et que dit la loi sur le sujet ? Que risquent les responsables ? Alors là, on est quand même sur un trafic particulièrement important, compte tenu des volumes de cette décharge et également de la dangerosité des matériaux qui sont présents. On peut considérer que c'est une ICPE, donc une installation classée pour la protection de l'environnement, qui est non autorisée. Donc une ICPE non autorisée, c'est 1 an de prison, 75 000 € d'amende. Oui. Donc on voit que ce sont des peines quand même assez lourdes auxquelles s'exposent justement les contrevenants et c'est pour ça qu'on estime qu'il est urgent aujourd'hui que la justice intervienne dans ce dossier. Et cette démarche de la plainte, pourquoi elle était devenue importante ? Elle s'est surtout avérée extrêmement importante lorsqu'on a découvert qu'aucune des collectivités n'avait justement saisi les services judiciaires alors qu'elles avaient été averties depuis plus d'1 an de la situation. Donc dans ce contexte, on a été obligé de porter plainte et on a fait savoir qu'on souhaitait aussi se constituer partie civile de manière à pouvoir suivre aussi l'enquête et également le procès lorsqu'il aura lieu si on arrive à identifier un véritable réseau. Qu'est-ce que vous demandez que ça aille vite ? Vous l'avez dit, la situation remonte à plusieurs années, ça s'est aggravé depuis 3 ans, il faut que les choses aillent vite ? Il faut que ça aille vite. Aujourd'hui, on voit que c'est pas du tout le sens que peut prendre les choses, puisque la communauté urbaine se lance dans des appels d'offres pour trouver un prestataire qui effectuera des études pour évaluer le tonnage, le type de matériaux, les filières de traitement, quand en parallèle, à la suite justement de l'intervention de Bruno Millienne, le député de la 9e circonscription qui a sollicité justement l'intervention du ministère de l'écologie, avait obtenu de la part du ministère de l'écologie, est-ce que ces services se mettent
donc au travail sur ce dossier et apporte des solutions en fait à la communauté urbaine de façon à ce que tout ce volet maîtrise d'ouvrage, finalement, enfin assistance plutôt à maîtrise d'ouvrage, ne soit pas à la charge de la collectivité. Et on voit que malheureusement la communauté urbaine aujourd'hui lance un appel d'offres qui va dans ce sens. On perd encore du temps, c'est beaucoup de procédures, alors qu'en réalité ce qu'il faut c'est maintenant que tout le monde réunisse ses énergies pour qu'on avance rapidement sur ce dossier. Que faut-il faire? Quelles sont les solutions qui se présentent aujourd'hui? L'urgence c'est de sécuriser totalement la plaine. Les arguments qui ont pu être avancés en nous disant que parce qu'il y a des camps de Roms, c'est pas possible. On n'y croit pas une seconde. Aujourd'hui, il suffit juste d'une volonté politique. Les moyens sont peu coûteux. On en a proposé un certain nombre, justement, dès juin 2017. On parle d'1 million d'euros pour remettre en état le terrain. Est-ce que c'est un chiffre minimisé? Oui, alors là, franchement, je pense qu'on est bien en deçà de la réalité. Nous, nos évaluations s'approcheraient plus quand même des 5 millions d'euros. On est sur 7000 mètres cubes de déchets. Donc probablement plus de 10 000 tonnes de déchets à traiter. Donc évidemment que ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher, d'où l'intérêt et la nécessité de retrouver les responsables parce que pollueur-payeur, il faut en l'occurrence que dans ce dossier ça s'applique. Merci Anthony Effroy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de Rives de Seine Nature Environnement et on peut retrouver toute l'actualité de votre association sur son site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Dans quelques jours, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Un rendez-vous commémoré chaque année le 10 mai. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'événement est également suivi avec la semaine de la mémoire de l'esclavage. La 10e édition débute ce vendredi par une projection débat au Ciné 7 d'Élancourt. Dans le reste du programme, exposition, spectacle, journée sportive. Une semaine organisée par un collectif. Nous avons reçu l'une de ses représentantes lundi dernier dans le 7-8 journal. Elle parlait notamment de l'importance du devoir de mémoire extrait. Ça fait partie de l'histoire de la France, qu'on le veuille ou non. Tout pays a des tranches d'histoire un peu plus sombres, et cette tranche un peu plus sombre, sans jeu de mots, il faut l'aborder. Il faut l'aborder, mais l'aborder avec des éléments tangibles, des faits historiques précis, et non pas juste du ressenti. Et cette semaine de la mémoire de l'esclavage a débuté en avant-première. Aujourd'hui, une exposition est proposée jusqu'au 10 mai à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry à Voisins-le-Bretonneux. 2 thématiques, Panthéon de nos héros et la traite transatlantique. Reportage de Marion Ptac. Exposé pour ne pas oublier. Au milieu des étagères de la médiathèque, plusieurs affiches et livres retracent l'histoire de l'esclavage, de sa mise en place à son abolition en 1848. D'autres travaux mettent en lumière les acteurs qui ont permis la fin de la traite des Noirs. C'est en fait une exposition qui est composée de différents personnages qui ont lutté contre l'exploitation, contre le racisme, pour l'acquisition des droits civiques, etc. Parmi ces grandes figures, des femmes et des hommes, Rosa Parks, célèbre pour sa lutte contre la ségrégation raciale aux côtés de Martin Luther King, ou encore Victor Schœlcher, l'instigateur du décret abolissant définitivement l'esclavage en France. On se rend compte que malgré tout ce qui a été acquis, malgré tout ce qui a été dénoncé, tout ce qui a été combattu, il y a encore malheureusement énormément de choses que les gens ne connaissent pas ou connaissent mal. Et donc, nous avons besoin de déconstruire ce racisme. Ces expositions sont ouvertes à tous. Elles favorisent l'image et les textes courts afin de faciliter la compréhension auprès des plus jeunes. Je pense que la génération future a vraiment besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé. L'ignorance, comme on dit, l'ignorance est vraiment une grosse maladie aussi qui peut aussi causer aussi beaucoup d'égarements. Ces œuvres occuperont la médiathèque de Voisins-le-Bretonneux jusqu'au 12 mai afin d'honorer le devoir de mémoire. En 2001, la France est devenue le premier pays à reconnaître la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. On referme ce journal en prenant un peu de hauteur. Les avions du régiment Normandie-Niemen étaient à l'honneur le week-end dernier à Toussus-le-Noble. Ce régiment est le fruit d'une collaboration franco-russe qui a fait front à l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale et a aidé au débarquement en Normandie. L'association Aeria Story organisait 2 jours d'exposition, de conférences et de démonstrations de machines volantes. Nicolas Dandry et Marilène Yapichino. Une allure pas très moderne, mais un décollage impeccable. Les stars du week-end ont fait leur show à l'aéroport de Toussus-le-Noble. Certains de ces avions de la Seconde Guerre mondiale ont été pilotés par le régiment Normandie-Niemen qui a stationné dans la commune en 1946-1947. L'association Aeria Story voulait faire connaître cette histoire aux Yvelinois.
Ce sont des gens qui étaient courageux, qui avaient de l'abnégation, qui étaient prêts à tout pour défendre leur pays. Il y en a beaucoup qui sont morts, se sont devenus des héros. Et il faut que les jeunes le sachent. Il faut faire passer ces valeurs. C'est un petit peu ça notre objectif. Passionnés d'aviation, d'histoire ou juste curieux, les familles étaient nombreuses à faire le déplacement. C'était l'occasion d'avoir du concret, de voir ces avions de près. On a eu la chance de les voir décoller, se mettre en route. Et puis on a eu des conférences surtout très intéressantes, et aujourd'hui et hier. Un biplan de conception des années 30, un Yak capable de voler à 600 km/h et un Mustang américain pouvant atteindre les 700 km/h. Des avions historiques qui ont émerveillé petits et grands. C'est la première fois que j'en vois en vrai. D'habitude, je les vois en dessin animé. J'ai pensé que ça développait notre culture générale et elle devenait meilleure. Intéressé de voir ça, intéressé par l'histoire du Normandie-Niemen, de l'aventure un peu des pilotes et de cette partie de l'histoire. Le régiment de chasse Normandie-Niemen est toujours opérationnel sur tous les fronts où la France est présente, avec des avions plus récents, des Rafales. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Édition à consulter à nouveau sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très bonne soirée à tous.